Et si tout ce que nous pensions savoir sur la prétendue faiblesse de l'Afrique était une illusion? Ce soir, laissez-moi vous raconter une histoire qui déborde l'actualité. Une histoire qui renverse tout ce qu'on croyait acquis sur le Sahel, sur l'Afrique et sur sa capacité à écrire son propre destin. Pendant des décennies, le Sahel n'existait dans les récits mondiaux qu'à travers le chaos, guerres interminables, promesses trahies, frontières déchirées par la violence. La région semblait condamnée, éternellement dépendante du secours venu d'ailleurs. Mais ce récit vient de se briser. Nous sommes en octobre 2025, à Tindaban. Le monde entier retient son souffle. Face à la menace, 3 nations jadis rivales se dressent ensemble. Sans la moindre coordination occidentale, un front africain inédit remporte la victoire. Ce n'est pas qu'une bataille. C'est l'annonce d'un réveil, une déclaration de souveraineté retrouvée. Ce jour-là, le Mali, le Burkina Faso et le Niger n'ont formé qu'un seul corps. Leur force n'est pas venue du nombre de chars ou de drones, mais d'une audace inédite, celle de s'unir pour défendre leur sol, sans attendre ni ordre ni permission venue de Paris, Washington ou Bruxelles. Au cœur de ce bouleversement, le général Ibrahim Traoré. Soldat, visionnaire, incarnation d'un continent qui refuse désormais d'être plein ou dirigé. L'Afrique, aujourd'hui, décide. Elle trace ses propres priorités, mène sa propre guerre contre la terreur, impose son rythme au monde. Tindaban n'est pas juste un événement, c'est un signal. Ceux qui refusent de voir cette transformation, en Afrique ou ailleurs, risquent non seulement d'être dépassés, mais de devenir spectateurs de l'histoire. Ignorer ce changement, c'est se condamner à l'effacement, perdre l'occasion d'agir. Mais cette victoire n'est pas tombée du ciel. Elle s'est construite sur des années de douleur, d'attente, de résistance. Pour comprendre l'ampleur du séisme, il faut revenir sur ce chemin semé d'embûches qui a mené à Tindaban. Avant Tindaban, il y a eu l'humiliation, la peur, la colère. Revenons sur ce passé que tout le monde croyait immuable. Pendant des décennies, le Sahel n'a connu que l'attente. Mais cette attente s'est muée en souffrance silencieuse. Imaginez une mer de sable, immense et indomptable, devenue le théâtre d'espoirs brisés. Chaque village effacé du paysage raconte une promesse trahie. Les noms d'Arbanda, de Tessit, de Tindaban résonnent comme des cicatrices sur une carte, des récits de disparus et de prières suspendues. Dans ces villages, autrefois prospères, comme Djibo, la vie s'organisait autour des marchés, des puits, des fêtes traditionnelles. Mais au fil des années, ces scènes ont été remplacées par des files de réfugiés, des écoles fermées, des mères veillant la nuit, craignant le retour des hommes armés. Les femmes de Gourma, autrefois reconnues pour leur artisanat, ont vu leurs ateliers brûlés, leur savoir menacé d'oubli. Des enseignants, comme M. Oumarou, de Kidal, ont dû cacher leurs livres pour continuer à instruire les enfants dans la clandestinité, entre 2 alertes de tir. Face à cette hémorragie, les puissances étrangères se sont relayées, génération après génération. Soldats venus du Nord, casques bleus, experts et consultants. Tous ont promis la sécurité. Tous sont repartis en laissant la poussière et l'attente derrière eux. À chaque départ, le brouillard de l'incertitude s'épaississait, engloutissant l'espoir. Un exemple éloquent demeure la mission de la MINUSMA. Arrivée avec de grands espoirs en 2013, elle a vu son mandat s'effilocher face à la complexité du terrain. Malgré des milliards dépensés, la sécurité ne s'est jamais vraiment imposée. Les populations de Gao ou de Tombouctou racontent comment, après chaque rotation de casques bleus, les groupes armés réapparaissaient, comme si rien n'avait changé. Les ONG elles-mêmes, venues soigner, instruire, reconstruire, ont fini par épuiser leurs ressources et leurs illusions. Les habitants du Sahel ont connu l'épuisement. Pas seulement celui de la guerre, mais celui de l'espoir qui s'effrite. Année après année, ils ont guetté l'aide, la protection, la solution extérieure, mais chaque attente ajoutait une couche de deuil, ensevelie sous la poussière et les larmes. Pourtant, dans ce silence accablant, un frémissement nouveau est apparu. Début octobre 2025,
des signaux inhabituels sont venus de Tindaban. Regroupements suspects, convois de motos, armes dissimulées, signaux de drones inconnus. Ce matin-là, la question s'est inversée. Pourquoi attendre encore? Pour la première fois, une décision germe sur ce sol africain. Ne plus espérer en vain, ne plus dépendre de promesses lointaines. Les populations, usées mais lucides, tournent enfin leur regard vers ceux qui agissent plutôt que vers ceux qui promettent. Persister dans l'attente, c'était accepter la domination et le deuil sans fin. Mais comprendre ce moment, c'est saisir l'urgence d'un réveil collectif, la nécessité de refuser la fatalité et de reprendre la main sur son destin. Mais comment ce sursaut est-il né, et qu'a-t-il déclenché à Tindaban? Pour le comprendre, il faut revenir à ces heures décisives d'octobre, quand tout a basculé. Ce matin-là, les drapeaux s'effacèrent. Seule l'Afrique luttait pour l'Afrique. Dans la fraîcheur de l'aube, sur le sable pâle de Tindaban, il n'y avait ni traducteur, ni conseiller venu d'ailleurs. Pour la première fois, les officiers du Mali, du Burkina Faso et du Niger coordonnaient chaque ordre, chaque silence, comme des frères d'armes. L'unité n'était plus un slogan, mais une réalité forgée par l'urgence absolue, vaincre ou tout perdre. L'Alliance des États du Sahel n'attendit aucune aide extérieure. Dès la veille, des ingénieurs locaux avaient activé un réseau d'intelligence numérique conçu de bout en bout par des cerveaux africains. Ce réseau, tissé entre Bamako, Ouagadougou et Niamey, permettait d'échanger en temps réel images, messages et mouvements ennemis. Aucun satellite étranger ne survolait la zone. Cette technologie portait la griffe du Sahel, fruit de longues années d'adaptation sous pression. Prenons l'exemple de l'ingénieure Awa Traoré, une jeune femme de Ouagadougou, formée aux technologies de l'information. Elle a dirigé une équipe de 10 programmeurs pour concevoir un logiciel de cryptage adapté aux réalités locales. Faible connectivité, coupure de courant, risque d'intrusion. En s'inspirant des méthodes de résistance numérique utilisées à Tallinn durant la cyberattaque de 2007, l'équipe a créé un réseau résilient, capable de fonctionner même en cas de sabotage. Lorsque les premières silhouettes ennemies apparurent, tout bascula en une chorégraphie précise. 3 vagues d'assaut, guidées par des drones africains volant à très basse altitude, frappèrent sans délai. La première vague neutralisa les colonnes de motos, cœur de la mobilité terroriste. La deuxième pulvérisa les dépôts de carburant et de munitions, coupant net la logistique adverse. Enfin, la troisième, d'une précision chirurgicale, bloqua toutes les routes de fuite et boucla l'encerclement. Jamais la région n'avait connu une telle coordination. Presque aucun soldat de l'Alliance ne tomba ce jour-là. Les pertes furent minimes. Mais surtout, des renseignements essentiels furent récupérés dans la panique. Plans, carnets, coordonnées et de nouveaux axes de trafic découverts pour la première fois. Le choc fut tel que, dans les villages proches, on parla d'un miracle. Pour comprendre la portée de cette victoire, rappelons-nous des grandes batailles de l'histoire mondiale. À Dien Bien Phu, en 1954, les Vietnamiens, contre toute attente, infligèrent une défaite historique à l'armée française. Cette victoire mit fin à la colonisation. De même, la bataille de Tindaban marque pour beaucoup la fin d'une ère de dépendance militaire et stratégique et le début d'un cycle d'émancipation. Mais, à Tindaban, il s'est joué bien plus qu'une victoire éclatante. C'est une doctrine africaine qui est née. Intelligence, mobilité, unité, non plus comme des mots creux, mais comme une pratique collective forgée sous la menace. L'Alliance venait d'imposer, par la victoire, un modèle pour tout le continent. L'Afrique pouvait se défendre, s'organiser, gagner, sans béquille extérieure. Ce triomphe n'était pas écrit d'avance. Un échec aurait rouvert la porte à la terreur, au retour d'influences étrangères et à l'étouffement de tout espoir d'autonomie. Mais la victoire de Tindaban a fissuré le mur de la fatalité. Pour la première fois, les regards extérieurs n'ont pas vu une Afrique à secourir, mais une Afrique debout, redoutée et respectée. La bataille s'achève, mais son écho dépasse le champ de ruines. Car au-delà des missiles et des plans, il reste les vies bouleversées, les sociétés qui renaissent et la nouvelle place de l'Afrique sur l'échiquier mondial.
Mais la victoire militaire n'est qu'un commencement. Ce qui se joue désormais, c'est la transformation durable et la reconquête des imaginaires. Le choc ne fut pas seulement africain. Il secoua la planète entière, fissurant les certitudes des puissants de ce monde. Sitôt la victoire de Tindaban annoncée, un souffle d'orgueil et d'émotion traversa d'abord le Sahel, puis tout le continent. À Bamako, à Niamey, à Ouagadougou, les rues vibrèrent de chants et de danses. Pour la première fois depuis des décennies, la victoire avait un visage africain, forgé sans béquilles étrangères. Cette vague de dignité n'épargna aucune frontière. Des vidéos d'enfants dansant dans les villages du Niger, des poèmes déclamés à la radio à Dakar, des drapeaux tracés à la craie sur les murs d'Abidjan. Partout, la même certitude s'installait. La peur reculait, une confiance nouvelle s'éveillait. Des scènes similaires ont été vues lors de l'indépendance du Ghana en 1957. Kwame Nkrumah galvanisait la foule, clamant que l'Afrique doit s'émanciper par elle-même. Cette fois, cet espoir n'est pas resté lettre morte. Il a pris chair sur le terrain, dans la victoire de Tindaban. Mais l'onde de choc allait bien au-delà. À Paris, à Washington, à Bruxelles, la stupeur s'installa. Les éditorialistes, la veille encore convaincus de l'inéluctable effondrement du Sahel, durent réviser leurs analyses. Les diplomates, pris de court, multiplièrent les réunions d'urgence. Comment l'Afrique avait-elle su l'emporter, et surtout, sans eux? Longtemps, le monde avait considéré l'Afrique comme simple spectatrice, terre de fatalité ou d'assistance permanente. Après Tindaban, ce regard se fissura. Pour la première fois, l'Afrique imposait son rythme, devenait actrice de sa propre histoire, capable de redessiner les règles du jeu. Dans les jours suivants, les chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel prirent la parole. Un conseil de sécurité commun, inédit, réunit officiers, stratèges et diplomates des trois pays. La doctrine AES, née dans l'urgence et la solidarité, commença à s'écrire concrètement. Pour la première fois, la réflexion stratégique partait du terrain africain, de ses besoins, de ses voies, et non de modèles venus d'ailleurs. Les réactions extérieures furent contrastées. Certains médias occidentaux saluèrent l'exploit, parlant de renaissance africaine. D'autres cherchèrent à le minimiser. Simple coup de chance, opération exagérée, voire insinuation d'aide occulte. Mais nul ne pouvait nier que quelque chose avait basculé. Même les plus sceptiques comprenaient que l'Afrique ne serait plus un simple théâtre d'intervention. À Moscou, à Pékin, à Ankara, l'admiration se mêla à la prudence. Pour certains, l'émergence de doctrines locales annonçait la fin du paternalisme. Pour d'autres, le début d'une compétition sans merci sur de nouveaux terrains stratégiques. Pour l'Afrique, la victoire de Tindaban est bien plus qu'une revanche symbolique. C'est une chance, peut-être unique, de briser l'héritage de la dépendance. Mais cette opportunité comporte aussi un risque, celui de voir l'élan se dissiper, ou au contraire, de transformer l'essai et d'imposer une voie africaine durable sur la scène mondiale. Le monde, lui, n'a plus le luxe de l'ignorance. Refuser de reconnaître ce basculement, c'est risquer de perdre son influence et d'être relégué au second plan d'une histoire qui s'écrit ailleurs. Mais la question demeure. Comment transformer l'essai et inscrire ce réveil dans la durée? Les regards se tournent désormais vers les prochains choix des États du Sahel. L'essentiel ne réside pas seulement dans la guerre elle-même. La vraie question, c'est ce qui advient ensuite. Comment transformer la victoire de Tindaban en liberté durable et empêcher que ce moment ne s'efface dans la division ou l'oubli? Aujourd'hui, dans les villages du Sahel, les réfugiés franchissent à nouveau le seuil de leur maison. Le rire des enfants se mêle au tumulte des marchés renaissants, et pour la première fois depuis des années, la peur recule devant une fierté retrouvée. Une génération entière de jeunes ose croire que l'impossible n'est plus une fatalité. La doctrine AES, forgée sur le champ de bataille, s'étend désormais bien au-delà de l'armée. Dans les écoles, on enseigne déjà la bataille de Tindaban. Les débats politiques prennent un nouveau souffle. On parle souveraineté, responsabilité et du vrai sens de décider par soi-même. Dans les universités de Bamako et Niamey, de nouveaux cursus voient le jour, dédiés à la stratégie, à la gestion de crise, à l'histoire africaine.
des séminaires rassemblent étudiants et anciens combattants pour débattre des leçons tirées. À Ouagadougou, des ateliers de mémoire collective invitent les enfants à écrire des lettres à leurs aînés, pour raconter comment ils veulent bâtir le futur. L'économie aussi vibre différemment. Des initiatives de reconstruction émergent, portées par des coopératives locales, des entrepreneurs longtemps paralysés, et une diaspora qui, pour la première fois, ressent l'appel du retour et de la contribution. Prenons le cas du projet Terre sahélienne, une coopérative agricole née à la suite de Tindaban. Des femmes et des hommes de plusieurs villages s'organisent pour réhabiliter les terres abandonnées, réintroduire des cultures adaptées et partager les bénéfices. La diaspora, par le biais de plateformes numériques, finance des microcrédits pour les jeunes qui souhaitent créer des ateliers ou ouvrir des commerces. Mais la Renaissance rencontre ses propres épreuves. Les puissances étrangères refusent de céder sans résistance. Les sanctions économiques frappent sans relâche, étouffant les secteurs stratégiques. Sur les réseaux sociaux, les campagnes de désinformation se multiplient, cherchant à rallumer les vieilles fractures, à semer la méfiance entre voisins, ethnies, générations. C'est là que débute la nouvelle bataille. Elle ne se joue plus seulement avec des armes ou des frontières, mais contre la dépendance mentale, contre l'angoisse de l'échec, contre la tentation de ressusciter les vieux réflexes de soumission. La division intérieure, si elle n'est pas maîtrisée, peut tout anéantir en un instant. Et si la victoire de Tindaban n'est pas consolidée, les anciennes puissances finiront toujours par trouver un moyen de reprendre pied. Pour illustrer ce danger, rappelons-nous l'exemple du printemps arabe. Après des victoires populaires, la division interne et les manipulations extérieures ont souvent conduit à la perte des acquis, voire à des guerres civiles. Le Sahel doit éviter ces pièges, en s'appuyant sur la concertation et la solidarité, plutôt que sur la méfiance et la fragmentation. Ce moment reste fragile, mais il porte l'avenir de tout un continent. Il appartient aux citoyens, enseignants, parents, jeunes, à chacun d'entre nous, de rejeter la résignation et de faire de l'espoir un exercice quotidien. Car la souveraineté véritable ne se limite pas aux portes d'une victoire militaire. Elle s'entretient chaque jour dans les choix, la mémoire, la vigilance. Alors, que faut-il retenir de Tindaban? Et surtout, comment, à notre échelle, éviter que cette flamme ne s'éteigne? Quelques pistes concrètes émergent. Premièrement, renforcer l'éducation civique autour de l'histoire et des succès africains. Que chaque élève du Sahel puisse réciter les faits marquants de Tindaban, mais aussi ceux de Samori Touré, de la victoire d'Adwa et d'autres résistances africaines. Les écoles doivent devenir le creuset d'une mémoire collective fière. Deuxièmement, investir dans la technologie et l'innovation locale. Les succès numériques de Tindaban montrent que l'Afrique peut inventer ses propres outils. L'État et le secteur privé doivent créer des incubateurs, soutenir les start-up, former des ingénieurs et des techniciens capables de répondre aux défis spécifiques du continent. Le Rwanda, avec Kigali devenu un hub technologique, montre la voie. Troisièmement, consolider l'unité régionale. Tindaban a montré la force de l'alliance. Il faut des mécanismes de concertation régulière, des exercices conjoints, des structures de médiation pour prévenir et résoudre les tensions internes. L'Union africaine peut s'inspirer du modèle de l'ASEAN en Asie du Sud-Est, qui a su préserver la paix régionale malgré les différences profondes entre ses membres. Quatrièmement, promouvoir la participation citoyenne et l'inclusion. Les femmes, les jeunes, les minorités doivent avoir voix au chapitre, dans les décisions politiques, économiques et sociales. À chaque victoire, il faut associer l'ensemble de la société, pour éviter le sentiment d'exclusion qui nourrit les fractures. Enfin, défendre la souveraineté de l'information. Les médias africains doivent prendre le relais du récit. Créer des plateformes panafricaines, former des journalistes d'investigation, promouvoir une culture du fact-checking pour déjouer la désinformation. L'Afrique doit raconter son histoire, corriger les mythes, imposer ses images, ses mots, ses héros. Mais avant de tourner la page, il reste une question brûlante. Le monde est-il prêt à accepter une Afrique qui se relève et trace sa propre voie? Ce qui se joue maintenant dépasse les frontières du Sahel, et nul ne pourra prétendre ne pas avoir été prévenu.
l'Afrique ne demande plus la permission. Elle bâtit désormais sa propre table, sans attendre d'invitation. À Tindaban, le monde a été témoin d'autre chose qu'une victoire militaire. Une ère nouvelle s'est ouverte. Ce n'est pas seulement la chute d'un groupe terroriste, mais la preuve concrète que l'autonomie n'est plus un mirage. Elle devient une réalité, forgée par la volonté et la solidarité d'un continent trop longtemps condamné à patienter. Ce tournant dépasse le Sahel, dépasse même l'Afrique. Il interroge chacun, partout. Car ce qui s'est joué à Tindaban, c'est la démonstration que la marginalisation n'était pas une fatalité, mais la conséquence d'un récit imposé de l'extérieur. Aujourd'hui, ce récit change de main. L'Afrique reprend la plume. Elle refuse qu'on la réduise à l'assisté perpétuel. Elle revendique le droit de décider, d'échouer, de gagner, mais surtout d'agir en son nom. La bataille de Tindaban a dissipé le mythe de l'impuissance. La dépendance n'était qu'une habitude, désormais rompue par l'histoire. Ceux qui choisissent d'ignorer ce basculement risquent plus qu'un simple retard. Ils risquent de perdre leur voix, leur légitimité, leur place à la table où se construit le monde à venir. Désormais, rester passif revient à s'effacer de l'histoire qui s'écrit. La dynamique lancée à Tindaban exige vigilance, curiosité, humilité. Rien n'est figé, tout reste à inventer, mais la page blanche n'existe plus. Le nouveau chapitre s'écrit déjà. Il accueillera ceux qui oseront s'y engager. À vous qui entendez ce récit, un choix s'impose. Rester spectateur de ce réveil, ou bien le transmettre, le questionner, l'amplifier. Chaque voix qui relaie la vérité de Tindaban participe à bâtir cette nouvelle table, ouverte à celles et ceux qui osent s'y asseoir. La leçon de Tindaban est universelle. La dignité ne se donne pas, elle se construit, se défend et se partage. Désormais, la question n'est plus de savoir si l'Afrique peut, mais qui aura le courage de la suivre ou de la défier sur la voie de la souveraineté retrouvée.